La politique a longtemps refusé d'intervenir dans l'alimentation, disant: on ne veut pas regarder dans les casseroles des gens. Mais ce n'est pas ce que je demande. Ma demande, c'est: regardez, s'il vous plaît, ce que la chimie met dans les casseroles, la chimie alimentaire, regardez ce qu'ils proposent dans les supermarchés. Là, il faut surveiller parce que ça rend les gens malades aujourd'hui, parce que c'est ainsi, les gens ont conclu: d'accord, je suis responsable de mon alimentation. Si je grossis, c'est ma faute. Et c'est exactement ça le problème. C'est tellement ancré chez les gens qu'ils disent: personne n'est responsable de ça, seulement moi. Et c'est faux. Si vous souffrez de maladies liées à l'alimentation ou de surpoids, ce n'est pas votre faute, mais celle d'un environnement défavorable. Il est normal d'avoir des difficultés. La conséquence, c'est qu'à 50 ans, déjà la moitié de la population est polymorbide. Cela veut dire qu'ils ont plusieurs maladies en même temps. À 60 ans, 60 à 70% de la population souffre d'hypertension. C'est dramatique. En fait, nous sommes un peuple de malades. L'industrie a bien sûr dit: nous avons maintenant de nouvelles maladies. Obésité, injection pour maigrir, stéatose hépatique, injection pour maigrir. Lors des congrès, je vois que lorsqu'on parle de la stéatose hépatique, on parle des médicaments. La plupart des scientifiques ne disent pas un mot sur la bonne alimentation. Nous devons aussi reprocher ce problème à notre corps médical en soulignant l'importance de penser en termes de cause, comme nous le faisions avant. Celui qui dit: les gars, tout ça est trop compliqué. Et une appli en plus: le chien est mort, des soucis avec ma femme, la vie est déjà dure. Je le comprends. Celui qui dit: donne-moi quelque chose de simple, je réponds alors: Mes chers amis, un petit coup d'œil aux chiffres bruts. 81% regardent sans s'être abonnés à la chaîne. Si vous soutenez ce travail et souhaitez que nous continuions à poser des questions dérangeantes et à inviter des invités de haut niveau, appuyez vite sur s'abonner. Cela ne vous coûte qu'un clic et cela nous aide énormément. Merci pour votre soutien et passons directement à notre invité du jour. Monsieur le docteur Riedel, c'est un honneur de vous parler. Nous devrions débuter cette conversation par une petite excuse. Notre dernière interview il y a 2 ans n'a jamais été publiée à cause de problèmes techniques. À l'époque, nous avions eu une excellente conversation pendant 2 heures. J'avais déjà toutes les images et les succès viraux en tête, mais aucun de nous n'a lancé l'enregistrement. Mes amis, cela fait aussi partie de la vie. Je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui. merci, c'était une excellente conversation. Voyons si nous pouvons refaire cela aujourd'hui. Sie sind ja... Le bouton d'enregistrement est-il activé? Oui, cette fois-ci, oui. Vous êtes une vraie exception dans les médias allemands. Vous publiez presque chaque année un best-seller et vous réussissez l'exploit d'expliquer des sujets médicaux complexes de manière à ce qu'un enfant de 12 ans puisse comprendre tout en permettant à un professeur de médecine émérite de ne pas se sentir dépassé. C'est définitivement votre super pouvoir. Mais on pourrait aussi poser une question critique, monsieur Riedel. L'alimentation est-elle si complexe? Faut-il vraiment un nouveau best-seller de votre part chaque année? Ou bien sommes-nous simplement à la recherche du prochain raccourci ou du prochain principe miracle? La dernière question. Oui, les gens sont toujours comme ça, et c'est comme ça depuis la quête de la pierre philosophale. Nous cherchons toujours la pilule miracle, le régime miracle. Toute la société part à la recherche de ça. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est presque médiéval au niveau des superstitions, comme s'il existait une méthode. Elle n'existe pas, mais laisse-moi répondre à la première partie de la question. En réalité, le sujet de la nutrition est tellement vaste et la recherche explose dans ce domaine. J'ai encore tellement d'idées pour d'autres livres que je dois me freiner, parce que c'est tout simplement trop de travail. L'éditeur dit: mais qui va acheter tout ça? C'est l'aspect économique alors. Mais en fait, je tombe constamment sur de nouvelles opportunités qui découlent d'une alimentation saine. Le développement progresse tellement vite. Juste pour donner un exemple, une étude, comme ça, je vais m'arrêter là, mais une étude a montré que pour 6 édulcorants, on a découvert que les personnes qui en consomment beaucoup ont un risque plus élevé de démence. Il y a constamment de nouveaux résultats de recherche qui sortent sans arrêt. Je pense que les gens doivent le savoir parce que notre alimentation est vraiment mauvaise en Allemagne et parce que nous sommes à la traîne en termes d'espérance de vie. Ces dernières semaines, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages de mes spectateurs. Je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai l'impression que l'ambiance dans ce pays a changé d'une certaine manière. Les gens sont épuisés. Beaucoup de gens m'écrivent: Simo, je n'en peux plus, je deviens fou, que faire? Tant d'injustices et de crises. Comment ressentez-vous cet épuisement collectif dans votre cabinet? C'est exactement mon impression aussi. Donc, un état d'épuisement collectif. Si on regarde un peu plus en détail, il y a une augmentation des dépressions. Il y aura une véritable vague de démence en Allemagne à l'avenir.
Cela n'est pas seulement dû au fait que nous vivons de plus en plus vieux. La démence n'est pas toujours liée à l'âge. Là aussi, on peut agir avec l'alimentation. Mais nous pouvons mesurer depuis les années 70 que la résilience diminue lentement. Cela a été étudié chez les étudiants. En 1990, une étude a été menée et poursuivie les années suivantes. La résilience des étudiants a continué de diminuer. La résilience, c'est en quelque sorte la capacité de résistance face aux difficultés qui apparaissent dans la vie. Bien sûr, nous sommes actuellement submergés par les difficultés. C'est tout à fait évident. Mais une société de moins en moins résiliente est en danger, comme on le voit partout. Des gens épuisés s'énervent régulièrement et s'emportent tout de suite, ce qui provoque constamment des conflits. Il y a un deuxième aspect à cela. L'empathie a diminué. L'empathie est en fait le ciment d'une société de primates, ce que nous sommes. Je conseille de regarder d'excellents documentaires sur les singes. On peut y voir comment fonctionne l'interaction sociale. Et c'est simple. Il est vraiment important que nous agissions avec empathie envers l'autre membre du groupe, car ce n'est qu'ainsi que nous ne voyons pas l'autre comme un ennemi. L'exemple le plus parlant est la circulation à Hambourg. Là-bas, chacun est l'ennemi de l'autre. On le remarque tout de suite. Ça klaxonne, c'est agressif et on ne laisse pas les gens s'insérer sur la voie. C'est différent dans d'autres pays. Et ce manque d'empathie fait qu'il y a plus d'agressivité. Cela touche une société de moins en moins résiliente. Tout le monde est agacé, stressé, et ainsi l'ambiance dans le pays devient de plus en plus mauvaise. Et justement, c'est maintenant que nous aurions besoin de beaucoup plus d'empathie les uns envers les autres, de compréhension mutuelle, et que nous devrions aussi être plus résilients. On voit aussi partout des fossés, que ce soit sur le plan politique ou social. Il y a les locataires contre les propriétaires contre les locataires. Ensuite, il y a la gauche contre la droite. Nous assistons actuellement à une véritable division de la société. Il y a les opposants à la vaccination et les partisans de la vaccination. Partout, des fossés infranchissables se creusent et cela n'est évidemment pas bon pour une société divisée. Cela ne nous fait pas de bien et cela conduit à une société de plus en plus divisée, à toujours plus d'insatisfaction et, je le crains, à une gouvernabilité de plus en plus difficile. La psyché souffre de cette vie, de cette alimentation. Et pour ne pas perdre le fil conducteur, nous savons qu'une bonne alimentation peut rendre plus résilient et aussi favoriser l'empathie. Il existe certains aliments, 3 groupes d'aliments, qui conduisent à un plus grand degré d'empathie. Nous pouvons même constater que certains centres du cerveau se développent alors, même à un âge avancé, ou bien ils rétrécissent si nous ne nous alimentons pas en conséquence. D'ailleurs, c'est typiquement aussi le siège de notre mémoire. Là, nous avons tout de suite le lien avec la démence. La mémoire s'améliore lorsque nous adoptons une alimentation qui favorise l'empathie. On obtient ainsi un avantage supplémentaire pour la mémoire et là, on revient presque au sujet de la démence, ce qui pourrait déjà être le titre d'un autre livre. Je n'ai pas oublié une phrase de notre premier entretien, Monsieur Riedel. 90% des Allemands sont malades ou surstimulés. Qu'est-ce que cela dit du système de santé allemand? C'est, disons-le comme ça, c'est une note de 6. C'est malheureusement l'occasion manquée de faire des réformes, et des réformes qui s'attaquent à la cause. Si maintenant on fait des économies partout dans le secteur de la santé, c'est en quelque sorte un coup de frein d'urgence, une sorte de frein budgétaire qui est peut-être aussi nécessaire. Mais même dans la réforme actuelle, il n'est même pas envisagé de réfléchir aux causes. Pourquoi les Allemands sont-ils si malades? Pourquoi meurent-ils si tôt? Et surtout, pourquoi les hommes meurent-ils si tôt? Cela ne peut pas rester ainsi. Si on regarde cela, malheureusement, c'est comme ça. L'alimentation est la principale cause des maladies. Il faut simplement dire que ce que nous gérons dans nos cabinets allemands, à 90%, est causé par nous-mêmes. Je dis que c'est causé et non pas de leur faute, c'est dû à, disons, un environnement défavorable à l'alimentation. Cela a aussi quelque chose à voir avec la politique. Si la politique permet que dans nos supermarchés, 80% des produits soient malsains, alors la politique est complice.
Nous pouvons directement améliorer l'alimentation des Allemands grâce à des décisions politiques. Alors nous aurons une meilleure santé, une charge de maladies moindre et moins d'infections. Nous pouvons le prouver. Nous avons les études. Nous pouvons par exemple dire, si l'on mange mal tout un week-end avec de la restauration rapide, des aliments ultra transformés, des chips et tout ce que propose le supermarché. On peut alors constater que l'intestin devient plus perméable et que des substances passent à travers la paroi intestinale, activant ainsi le système immunitaire. Ce mécanisme provoque aussi une hausse des maladies auto-immunes, où le corps s'attaque lui-même. Mais en même temps, on observe que les globules blancs deviennent moins actifs et que l'on devient plus sensible aux infections, notamment aux infections graves. L'expérimentation animale a montré que les animaux meurent aussi plus facilement lors de ce type d'expérience. Donc dès un week-end, c'est-à-dire entre un week-end et une semaine, une mauvaise alimentation augmente la sensibilité aux infections et la perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale met notre système immunitaire à rude épreuve jusqu'à constituer un stade préliminaire au développement de maladies auto-immunes. Nous y voilà, un Allemand sur 10 souffre d'une maladie auto-immune et la tendance est à la hausse. Cela a aussi un lien avec l'alimentation. Cet aspect n'est absolument pas pris en compte dans l'ensemble du débat sur le système de santé. Nous avons déjà un vrai problème avec le débat sur la taxe sur le sucre, qui est censé améliorer les produits et non pas pénaliser les gens. Mais cela ne devrait arriver qu'en 2030. 100 pays ont déjà eu de bonnes expériences avec cela. Ce n'est pas seulement la taxe sur le sucre dont nous avons besoin, mais nous avons besoin d'une taxe plus élevée sur les aliments malsains. Nous devons exonérer les aliments sains de la taxe, voire même les subventionner face à la hausse des prix. C'est mon avis. Aucun légume ne devrait recevoir de subvention. Un concombre à 2,50 €, c'est ce que nous avons actuellement dans les supermarchés. Ce n'est pas bien. Et ensuite, le sachet de bonbons coûte 1,80 €. Oui, ce n'est pas une bonne situation au supermarché. Vous avez soulevé de nombreux points importants, notamment l'existence de divisions et de fossés partout. J'ai l'impression que la politique cherche à nous maintenir délibérément impuissants pour que nous n'ayons pas de pouvoir dans la vie. Je me dis toujours, si tu veux vraiment être rebelle aujourd'hui, alors il faut simplement miser radicalement sur toi-même, devenir un peu plus libre mentalement, devenir aussi un peu plus libre financièrement d'une certaine manière. C'est l'acte de rébellion. Alors tu prends aussi des décisions beaucoup plus authentiques dans ta vie, notamment en ce qui concerne une alimentation qui favorise l'empathie, de l'empathie pour soi et pour les autres. Quels leviers alimentaires permettent de aborder le monde avec un peu plus d'empathie? Donc, les 3 méthodes réellement prouvées pour favoriser l'empathie sont, premièrement, d'augmenter sa consommation d'acides gras oméga 3. Nous savons qu'environ 80% de la population présente une carence en oméga 3. Ensuite, nous avons les composés végétaux secondaires. Les composés végétaux secondaires sont tout ce que nous voyons comme couleur dans les légumes, les plantes, les fruits, mais aussi comme odeur. Par exemple, l'ail. Nous percevons dans l'ail des composés végétaux secondaires. Ces substances ont de multiples effets sur notre santé, contre le cancer et contre le diabète, contre l'inflammation et ainsi de suite. Mais elles favorisent aussi l'empathie. D'ailleurs, elles sont aussi bénéfiques pour la flore intestinale, mais peu importe, et le magnésium. Nous constatons déjà, surtout chez les filles, une carence prononcée en magnésium. 60% des filles ont une carence en magnésium. Et 30% de la population, nous revenons donc à une alimentation carencée, avec même une nouvelle carence en iode, alors que l'iode est essentiel au développement cérébral. Mais ces 3 éléments, oméga 3 composés phytochimiques secondaires et magnésium. D'où vient le magnésium? Il vient des céréales. Voilà. Et si on mange peu de céréales ou peu de noix, alors on en absorbe trop peu. Si on mange trop peu de légumes, comme en Allemagne, pays pauvre en légumes, c'est encore pire. Et les oméga 3, les acides gras oméga 3 ne sont pratiquement pas présents dans les aliments transformés, hautement transformés. Parce que tout ce que je chauffe à haute température, les oméga 3 s'y détruisent. Donc, même dans un fish burger d'un fast-food qui contenait autrefois des oméga 3, si je le plonge dans de la graisse chauffée à 360 degrés, ils sont détruits. Ce trèfle, c'est ce que nous savons actuellement. C'est important pour les centres du corps et cela favorise l'empathie. C'est ainsi que l'empathie se développe.
On peut dire que l'alimentation influence manifestement fortement cette empathie. Si vous pensez maintenant, par exemple, à des bandes de filles de 13 à 16 ans qui se comportent de manière brutale ou au type dans la rue qui vous interpelle, qu'est-ce que tu regardes? On ne peut que penser, eh bien, qu'est-ce que tu as? Tu as encore mangé aujourd'hui, non? C'est exactement ça le problème. Nous mangeons jusqu'à nous rendre malades et nous rendons même notre âme, notre cerveau malade en mangeant. Pour en rajouter une couche, puisqu'on parle déjà du cerveau parce que tout est là-dedans, l'empathie, l'intelligence, la résilience. Nous savons même que l'alimentation peut influencer le résultat d'un examen jusqu'à 42%. Là, on se retrouve déjà dans la politique et on doit se demander, attendez, y a-t-il des groupes de population qui consomment particulièrement beaucoup d'aliments ultra transformés? Oui. Avec le temps, se détachent-ils du reste de la société en termes d'intelligence, de performance, d'empathie, de résilience? Ont-ils moins de chances plus tard? Et il faut répondre clairement à cette question par oui. Nous obtenons un prolétariat alimentaire qui se forme à cause d'une mauvaise alimentation, de légumes chers, de noix chères. Ils sont livrés à une industrie du marketing dans le secteur alimentaire avec un budget publicitaire où chaque semaine de nouvelles cochonneries arrivent sur le marché. Maintenant, on fait la promotion de l'eau aux électrolytes pleine de produits chimiques auprès des gens. Ils l'achètent et cela leur nuit. C'est ça le problème. Nous avons vraiment besoin d'une influence politique à ce niveau. La publicité doit être limitée. Nous avons besoin d'un label pour les produits vraiment sains. On voit en ce moment qu'une entreprise de chocolat fait un pas en avant et dit « J'indique maintenant sur mon chocolat sans arômes artificiels ». Et c'est ça le problème. Il faut que cela se développe davantage. Il faut que ce soit indiqué, sans arômes artificiels, parce que le chocolat de marque contient souvent des produits chimiques pour créer un arôme typique de la marque afin que le client le reconnaisse. C'est pourquoi ces marques sont si différentes. On peut économiser sur de bons ingrédients et avoir un plus grand profit. Nous devons aussi pousser un peu l'industrie alimentaire du côté politique pour qu'elle fabrique de meilleurs produits. Au final, cela profite à toute notre société. Donc, en ce qui concerne les chiffres de la démence, la résilience, l'empathie et aussi de meilleures performances scolaires. Je trouve cela formidable. Vous avez donné une impulsion incroyable avec l'application MyFoodDoctor, presque sur ordonnance, permet de récupérer jusqu'à 90% des coûts auprès de l'assurance maladie. Tout repose sur des preuves. Vous l'avez dit, une mauvaise alimentation est la cause numéro 1 des maladies. La politique tarde à agir. La taxe sur le sucre ne s'appliquera qu'en 2030. Pourquoi ne pas utiliser une application tout de suite? N'est-ce pas la preuve ultime que la plupart des gens ont complètement perdu le contact avec leur propre corps? C'est malheureusement le cas. Beaucoup ont perdu contact avec leur corps. Certains ignorent même où sont l'estomac, le foie ou la rate. Cela s'ajoute au problème. Et ce dont les gens ont besoin en termes de nutrition. Tout le monde sera immédiatement d'accord et dira « Oui, j'ai un chien, je dois le nourrir de telle ou telle façon. Un chat de telle ou telle façon, des poissons de telle ou telle façon. » Et si le propriétaire de chevaux ne nourrit pas correctement ses chevaux de manière adaptée à leur espèce, alors le vétérinaire du district vient et lui retire l'autorisation. Voilà. Chez nous, c'est comme ça. On va au supermarché et on choisit. Tout ce qui est là, on peut l'acheter et le manger. On peut en manger de temps en temps. Mais quand je regarde dans le chariot des gens au supermarché, je peux leur prédire quelles maladies ils vont avoir ou qu'ils ont déjà. Et c'est ça le problème. Nous avons perdu le contact avec l'alimentation de base. Beaucoup de gens ne savent même pas que l'alimentation ne consiste pas simplement à mélanger des protéines, des arômes ou des édulcorants dans, disons, un shake. Et ça devrait s'appeler de la nutrition. Cette alimentation liquide ressemble plutôt à de la nourriture d'astronaute, pas à une vraie alimentation, car il manque justement ce dont j'ai parlé plus tôt, les oméga 3, les composés phytochimiques et le magnésium par exemple. Mais il manque aussi les fibres, peu importe. Voilà. Et comme c'est le cas, les gens ont perdu le contact avec ça et la capacité de ressentir ce dont ils ont besoin, alors que chaque animal dans la forêt sait aussi s'il doit manger ces feuilles ou celles-là. C'est ce qu'on appelle une alimentation instinctive. Chez nous, elle est complètement désactivée. À cause du marketing, à cause des aliments artificiels ultra savoureux qui sont poussés sur le marché avec des arômes, une texture particulière et de la publicité. Ce que je dois maintenant comprendre en tant qu'homo sapiens,
pratiquement entièrement comme victime, comme consommateur souffrant et comme consommateur mourant prématurément. Pour changer cela, il nous faut des professionnels de la nutrition. Cela a toujours été le cas ces dernières décennies. Les politiques, surtout les ministres de l'Agriculture responsables de la nutrition, l'ont toujours affirmé. C'est aussi une grave erreur. Cela devrait en fait relever du ministère de la Santé, car nous n'avons plus de carence alimentaire en Allemagne au sens traditionnel, comme après la guerre. À l'époque, la nutrition était très bien placée au ministère de l'Agriculture. Maintenant, l'alimentation est devenue une cause de maladie. Ce sujet relève donc du ministère de la Santé. Parce que la politique a longtemps refusé d'aborder la nutrition, disant « Non, nous ne voulons pas regarder dans les casseroles des gens. Mais ce n'est pas ce que je demande. Ma demande, regardez ce que fabrique la chimie alimentaire et tout ce qu'elle propose au supermarché. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, car cela rend les gens malades. » Et parce que c'est comme ça, les gens ont appris « D'accord, c'est à moi de m'occuper de mon alimentation. Si je suis gros, c'est de ma faute. » Et c'est ça le problème. C'est tellement ancré chez les gens qu'ils disent que personne n'est responsable à part eux-mêmes, et c'est faux. Je dis, les gars, si vous avez des maladies liées à l'alimentation ou êtes en surpoids, ce n'est pas votre faute. Cet environnement nuit à une bonne alimentation. Pas étonnant que tu n'y arrives pas. Résultat, à 50 ans, la moitié de la population est déjà polymorbide. Ils ont plusieurs maladies simultanément. À 60 ans, 60 à 70% de la population souffre d'hypertension. C'est dramatique, nous sommes un peuple malade. Comme c'est le cas, les gens pensent devoir gérer seuls leur alimentation. Non, tu n'y arriveras pas dans cet environnement. Ensuite, nous avons environ 1500 cabinets spécialisés capables d'enseigner correctement la nutrition. 1500 pour toute l'Allemagne, alors que le pays aurait besoin d'une thérapie nutritionnelle. Presque toute l'Allemagne. Ce n'est pas suffisant. En 2019, nous avons dit qu'il fallait changer cela. Nous avons maintenant tellement de connaissances ici et une telle avance. Nous sommes l'avant-garde de la médecine nutritionnelle ici au Medicum Hamburg. Nous rassemblons maintenant tout ce que nous avons montré chez les NDR Ernährungsdoc de façon numérique. C'est aussi dans les livres. Tout se retrouve finalement, mais une application de thérapie nutritionnelle, la MyFoodDoctor, en est capable. Je saisis ce que je mange et elle est analysée. Dans cette analyse, on me propose alors ce que je peux changer. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je reste le maître de ma propre consommation. Je suis toujours le patron ici, chez moi. Je sélectionne ensuite parmi 10 options celles qui me conviennent actuellement. C'est sur cela que porte le coaching. Nous avons également une base de données de recettes avec plus de 1000 recettes. Nous avons un cours où l'on est formé pour devenir un professionnel. Il y a aussi tout le savoir issu de nombreux livres, et c'est ainsi. C'est ainsi que la méthode moderne, le doc de la nutrition, arrive partout dans le pays, là où les gens doivent parcourir de longues distances pour accéder à des professionnels. C'est important pour moi et mon équipe. Nous sommes une équipe de 10 personnes qui avons développé cela. Cela nous tient à cœur de dire « D'accord, maintenant nous avons le doc de la nutrition dans chaque salon ». Chacun peut d'abord analyser sa propre alimentation. Il peut voir où il en est, il peut voir ce qu'il fait mal, et il peut voir par petites étapes comment il peut améliorer cela petit à petit. Si tout le monde faisait cela, nous aurions pu le mesurer en termes de moins de surpoids, moins de maladies en Allemagne, moins d'hypertension, moins de dépenses en médicaments. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, l'argent ne compte plus. Même les personnes qui n'ont pas d'argent peuvent se faire rembourser jusqu'à 100% de ses frais par la caisse. L'obstacle est levé. Je dois partir, mais je n'ai pas d'argent pour le transport. Je récupère même l'argent, donc c'est presque gratuit pour moi. C'est vraiment la voiture du peuple, mais la comparaison n'est pas bonne. Je ne dirais pas voiture du peuple, mais comme je l'ai dit, c'est en quelque sorte le médecin nutritionniste dans votre salon. Pour tout le monde. C'est une thérapie nutritionnelle démocratisée pour chacun. Pour tout un chacun, comme on disait autrefois. Je trouve ça super. J'ai d'ailleurs un exemple tiré de ma famille. J'étais récemment en vacances 14 jours avec ma mère. Pendant ces 14 jours, j'étais un peu son thérapeute en nutrition. Elle a vraiment perdu 4 kilos en 14 jours, presque en s'amusant. Je pense que si on regarde un peu le lobby alimentaire à Bruxelles, que vous venez de très bien décrire, il y a des poids lourds comme Danone, Dame Snickers, Nestlé, qui réalisent des chiffres d'affaires de plus de 1000 milliards. À Bruxelles, il y a un représentant pour les citoyens et 99 lobbyistes. Oui, ils défendent en fait les intérêts des grands groupes.
Cela signifie qu'individuellement, on ne peut pas réussir car tout cela est trop perfide. Moi aussi, il m'arrive parfois de me faire avoir quand j'achète quelque chose et que je me rends compte chez moi, il y a ceci ou cela dedans. Ça m'arrive de moins en moins avec le temps, mais je pense qu'avoir une appli sous la main, c'est une bonne chose. Sinon, on ne s'y retrouve pas. J'ai lu récemment qu'on perdait environ 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Sur ces plateformes, on prend inconsciemment son téléphone 180 fois par jour. Voilà, et donc avoir au moins une application qui nous aide un peu à nous recentrer ou qui nous sensibilise, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Avec 10-15 minutes d'investissement par jour, tu peux complètement transformer complètement ton alimentation. Nous avons aussi des utilisateurs. Sur le marché, depuis un moment, il fallait toujours payer soi-même. Certains utilisateurs disent aussi « j'étais en surpoids ». J'ai perdu 35 kilos et j'ai besoin de cette appli comme contrôle, comme un compteur pour suivre ce que je fais ici. Et certains continuent aussi, simplement pour garder le contrôle sur eux-mêmes. Ça aide aussi à maintenir le poids, parce qu'il faut le dire, quand on est en surpoids, c'est une maladie. L'obésité est une maladie. Si je traite cela, je dois avoir perdu du poids. Mais cela ne veut pas dire que c'est parti pour toujours. La tendance reste toujours présente. Cela veut dire que je dois continuer à rester vigilant. Si je perds du poids, je risque de le reprendre vite, comme on le constate avec les injections pour maigrir. Si tu arrêtes ça brusquement, tu peux même reprendre jusqu'à 160 kilos. Donc, il faut vraiment être très prudent. Certaines personnes ont même besoin d'un accompagnement permanent. Même pour ça, l'application est adaptée. Pour nous, c'est vraiment le vrai tournant pour l'Allemagne. Honnêtement, chère Nina Warken, c'est dans cette direction que nous devons aller. Nous devons réfléchir aux causes de la mauvaise alimentation et du mauvais état de santé en Allemagne. Si une politique n'est pas axée sur les causes, alors elle ne fait que bricoler les symptômes. Et au final, nous ne faisons que dégrader progressivement les prestations. Et notre jeunesse en est alors réellement la victime. Parce que le super système de prise en charge, c'est maintenant le moment où nous commençons à le réduire. Parce que nous n'arrivons tout simplement pas à maîtriser les causes de ces coûts élevés. Juste un exemple, un Allemand sur 3 a désormais une stéatose hépatique à cause d'une mauvaise alimentation. La stéatose hépatique est à 100% la référence absolue. Elle peut être guérie grâce à une alimentation adaptée. On peut d'ailleurs le faire avec l'application. Mais il existe maintenant un médicament pour cela. Il coûte 30 000 € par an. Nous pouvons manger sainement. Ça ne coûte rien. Ou alors, nous pouvons prescrire un traitement à 30 000 €. De plus en plus d'innovations arrivent sur le marché. Ce n'est plus abordable si nous ne changeons pas les causes. Vous venez de mentionner toutes ces innovations. Le marché des compléments pour l'intestin semble littéralement exploser. Avons-nous vraiment besoin de toutes ces pilules coûteuses qui arrivent sur le marché? Vous venez de décrire toutes ces poudres. Et si le meilleur docteur pour nos intestins, ce n'était pas la choucroute traditionnelle de ma grand-mère que plus personne ne veut manger? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est bien ça. Nous utilisons parfois des compléments alimentaires au Medicum, cabinet spécialisé en médecine nutritionnelle, mais de façon très ciblée et surtout pas, il faut que je le dise comme ça, en prenant simplement quelque chose dans le rayon. Quand on se tient devant un tel rayon, les gens ont l'impression qu'ils ont besoin de ceci, de cela et encore de cela. Ils viennent me voir avec un sac, le vidant, et il y a une vingtaine de préparations. Comme ils surveillent les coûts, ils me demandent « Qu'en pensez-vous? Lequel choisir sur le long terme ?» La plupart du temps, il ne reste plus qu'un seul produit. Pour le reste, je dis « Oui, c'est bien, beau marketing ». N'y touche pas. En réalité, l'alimentation passe par des aliments naturels. Vous venez de le dire, la choucroute, le kimchi fermenté par exemple. Chaque société dans le monde a des aliments fermentés. Et partout où l'on regarde l'alimentation traditionnelle, que ce soit au Japon ou en Amérique du Sud, cette alimentation traditionnelle, y compris la traditionnelle allemande ou nordique, est saine. Si l'on regarde aussi l'alimentation ouest-africaine, l'alimentation africaine en général, c'est aussi sain. Ces aliments viennent du jardin. Mais on voit que lorsqu'un Ouest-Africain vient à Francfort, après 2 ou 3 ans, sa flore intestinale s'est tellement détériorée qu'elle correspond à celle du citoyen moyen allemand et il perd sa diversité. La diversité de la flore intestinale est essentielle pour notre santé car nous savons aujourd'hui que les bactéries intestinales produisent toutes sortes de substances chimiques qui ont des effets sur notre santé. Et ainsi, le potentiel de santé diminue, pour ainsi dire. Mais si je regarde les peuples autochtones partout dans le monde et que j'examine leur flore intestinale, je constate mince,
La flore intestinale est chez tous aussi diversifiée et aussi saine. Comment cela se fait-il? Ces peuples autochtones n'ont pas d'hypertension. À 70 ans, ils ont encore une tension artérielle de 120 sur 70. Ils n'ont pas de diabète de type 2. Ils n'ont pas non plus de maladies auto-immunes. C'est précisément ce qui, chez nous, part lentement à la dérive. Et ta question? Maintenant, il nous faut tous ces médicaments pour l'estomac, etc. Nous sommes tout simplement très orientés vers les pilules dans notre façon de penser. Cela vient du fait qu'il y a 100 ans, les maladies étaient encore la principale cause de mortalité. Les maladies infectieuses, les pneumonies. Il y a plus de 100 ans, on mourait encore allègrement de cela. Puis est venue l'ère des antibiotiques et ce fut une grande époque. À ce moment, tous disaient, les médecins sont devenus respectés, ils sauvèrent des vies, puis la médecine intensive et la pénicilline sont arrivées. Et c'est ainsi que la pilule a vu le jour. Ce fut le début de l'industrie pharmaceutique naissante. Elle jouissait d'une très grande réputation à l'époque. C'est comme ça que ça s'est passé. Nous sommes devenus très confiants dans le pouvoir des pilules, même ma profession, la médecine interne. Cela a changé. La principale cause de mortalité, ce sont les maladies cardiovasculaires. L'alimentation y joue un rôle. Le cancer, l'alimentation y joue aussi un rôle. Dans tout ce que tu examines, l'alimentation se retrouve désormais à la deuxième, troisième, parfois même à la première place parmi les causes de décès et de maladies. C'est pourquoi il faut se demander si nous pouvons continuer à foncer droit dans le mur avec une mauvaise alimentation en se disant « Oui, je sais, j'ai vraiment malmené la voiture, mais je vais au garage et je dis juste au gars de la repeindre et de débosseler. » C'est la mentalité tout risque dans le système de santé. On dit maintenant, si vous continuez à rouler dans la forêt avec votre voiture, comme avec votre alimentation, ce n'est plus tenable financièrement. L'industrie a bien sûr dit, oui, nous avons maintenant de nouvelles maladies. Obésité, injection pour maigrir, stéatose hépatique, injection pour maigrir. Lors du congrès, je remarque que lorsqu'on parle de la stéatose hépatique, on parle des médicaments. La plupart des scientifiques ne disent pas un mot sur la bonne alimentation. C'est aussi un problème à reprocher à notre corps médical. Nous devons davantage penser en termes de cause, comme autrefois. Mais oui, c'est nouveau. Et toute nouveauté en médecine est d'abord regardée avec méfiance parce qu'elle ne correspond pas à sa propre expérience personnelle. Donc, ce que fait Riedel est d'abord vu de manière critique. As-tu des études? C'est toujours la première question. Peux-tu le prouver? Oui, mais qui va me financer ces études? Oui, Nestlé. Qui les finance? Même l'État n'investit pas dans de telles études et nous avons relativement peu d'études probantes. Mais nous avons des corrélations. Ceux qui en consomment beaucoup développent plus de maladies, comme je l'ai dit. Ceux qui prennent ces 6 édulcorants ont un risque accru de démence. Est-ce une preuve? Non. Mais honnêtement, pour moi, c'est un indice pour ne plus consommer ces édulcorants. Nous n'avons pas de preuves, mais nous avons quelques études. Elles sont très convaincantes. Par exemple, il y a l'étude Predimed. Là, on a nourri les gens avec de l'huile d'olive. 1 litre par semaine. C'est une étude espagnole. Tu le remarques déjà, n'est-ce pas? Ils ont reçu 2,5 grammes de noix ou un régime pauvre en graisse. Ces personnes étaient très malades. On a constaté ce qui suit. Après seulement 7 ans, ceux qui prenaient de l'huile et des noix avaient moins d'infarctus, moins de surpoids, un tour de taille plus faible et moins de cancer. C'est effectivement randomisé, donc le niveau de preuve le plus élevé, c'est probant, on ne peut pas l'ignorer. Donc, nous obtenons de plus en plus de preuves, mais tant que nous n'avons pas de preuves à 100% dans tous les domaines, nous devrions déjà utiliser ce que nous savons, les corrélations que nous avons. Je trouve le raisonnement tellement solide. Restons un instant sur le fait de foncer dans le mur, revenons-y rapidement. Beaucoup de spectateurs pensent aujourd'hui « Mon intestin est une ruine après des décennies de mauvaise alimentation. Est-ce qu'un peu de psyllium, un peu de yaourt, un peu de produits fermentés suffisent ou bien faut-il complètement réinitialiser le système ?» Donc, selon à quel point la situation est catastrophique, pour reprendre l'exemple, il y aura aussi des cas où nous dirons « Nous devons faire une transplantation fécale ». La recherche sur la transplantation fécale est déjà très avancée. Dans quelques années, nous ferons certaines transplantations fécales pour guérir certaines maladies. Cela s'est déjà produit dans certains cas. Bei Autoimmundarmerkrankungen. Rectocolite hémorragique, il y a un cas classique d'une patiente qui a reçu les selles saines de sa mère qui était en surpoids, mais la fille avait la maladie auto-immune.
Après plusieurs transplantations, la maladie a disparu, mais elle est aussi devenue grosse. Nous pouvons aussi transplanter la tendance à prendre du poids chez l'homme. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que l'on transplante pour ne pas provoquer d'autres tendances. Mais en effet, elle n'a plus la maladie auto-immune et elle a un peu pris du poids. Mais il vaut toujours mieux vivre sans maladie auto-immune, même avec quelques kilos en trop. Mais ça, c'est une partie. Mais maintenant, pour monsieur tout le monde qui se demande, est-ce que je fais partie des 20 ou 30% d'Allemands qui ont déjà une flore intestinale très abîmée? Et est-ce que j'augmente ainsi mon risque pour presque toutes les maladies de civilisation? On le sait, en effet. Que puis-je faire dans ce cas? Oui, tu as tout à fait raison. Il suffit en fait de veiller à consommer plus de fibres, donc plus de 30 grammes. Les peuples indigènes consomment environ 40-50 grammes de fibres, voire plus. Nous sommes plutôt autour de 20 grammes de fibres par jour. À partir de 30, on se trouve dans une zone plus saine. Les Américains sont à environ 11%. Ils sont encore plus mal lotis. Donc, des fibres, des aliments fermentés, peut-être même des aliments fermentés maison, beaucoup de légumes, car ils apportent non seulement des fibres, mais aussi des composés phytochimiques. La flore intestinale adore ça aussi. Et une alimentation sans produits chimiques, c'est ce qui distingue les aliments ultra transformés. Ils contiennent de nombreux produits chimiques. Cette chimie, on s'en rend de plus en plus compte. On la teste maintenant. Cette chimie agit avec les bactéries intestinales. On constate qu'elles n'aiment pas du tout ça. Ah, quelle surprise! Parce qu'elles ont en quelque sorte évolué avec la nourriture végétale à l'époque. Des millions de personnes. La symbiose entre nos bactéries intestinales et nous s'est formée sur des millions d'années avec une alimentation végétale, mais aujourd'hui, elles reçoivent soudainement moins de végétaux. En plus, nous ajoutons des produits chimiques et parfois un antibiotique. Et alors, cette flore intestinale en pâtit naturellement. Donc, si on mange plus sainement pendant 6 semaines, on peut déjà mesurer des résultats. La flore intestinale devient à nouveau plus diversifiée et plus saine. On n'a pas besoin de médicaments pour cela. Et je déconseille aussi les mélanges de bactéries qu'on peut acheter. Les études ne le prouvent pas. Je ne le fais pas. On le recommande parfois dans des cas désespérés ou difficiles. On essaie, mais alors on sait aussi quelle solution bactérienne utiliser. Nous savons aussi ce que nous voulons atteindre avec cela. On ne prend pas simplement quelque chose au hasard sur l'étagère parce que le fabricant dit que c'est bon pour la flore intestinale. Attendez un instant. Tu interviens ici dans un écosystème et tu ne sais même pas exactement comment ça fonctionne. Dans le meilleur des cas, tu prends ces mélanges de bactéries comme si tu jetais des graines dans le jardin en espérant qu'une prairie fleurie pousse l'année suivante. Ça ne marche pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Ces bactéries sont détectables temporairement, puis disparaissent après quelques semaines. Alors, c'était simplement cher. Dans le pire des cas. Il y a aussi des études à ce sujet. On peut prendre ces produits en pensant qu'on va améliorer la flore intestinale. On a constaté que chez les patients atteints de cancer, le taux de septicémie a augmenté, donc le sepsis. Quand on considère cela comme une étude où l'on voulait en fait faire du bien aux gens, par exemple après une chimiothérapie, on se rend compte, non, en fait, nous ne leur avons rien apporté de bon. Au contraire, nous augmentons la probabilité statistique que des bactéries passent de l'intestin dans la circulation sanguine et atteignent ces personnes. Et le sepsis est toujours potentiellement fatal. Vous venez de mentionner Ozempic. Est-ce que c'est pour vous une innovation ou diriez-vous que c'est une impasse dangereuse chez les personnes non obèses? Actuellement, il y a un usage massif et abusif de ce médicament dans l'ensemble de la société. D'abord, il y a ceux qui n'en ont pas vraiment besoin et souhaitent juste perdre 3 ou 4 kilos. Certains vont même jusqu'à se priver au point de tomber dans une situation de carence, atteignant ainsi la zone de maigreur et de sous-alimentation. Entre les mains de personnes souffrant de troubles alimentaires, c'est évidemment une arme dangereuse. D'un autre côté, nous avons aussi de nombreux médecins qui prescrivent simplement le médicament sans accompagnement nutritionnel, sans thérapie nutritionnelle pourtant nécessaire. Elle est obligatoire. C'est une faute professionnelle de prescrire ces médicaments sans une thérapie nutritionnelle d'accompagnement. Pourquoi? Parce que cette injection modifie notre comportement alimentaire.
pas au point de rendre notre alimentation totalement saine, mais nous mangeons moins. Et maintenant, il est important que ce que nous mangeons contienne vraiment tout ce dont le corps a besoin. Cela signifie que sans une optimisation de l'alimentation, nous risquons fortement de tomber dans un état de malnutrition. Et c'est ce que nous constatons aussi. Tu peux aller jusqu'à perdre des dents et avoir d'autres troubles, comme la perte de cheveux ou la fonte musculaire. Nous voyons cela très souvent. Ensuite, les patients viennent nous voir et nous essayons alors de rattraper cela. Mais une autre chose est importante. Combien de temps est-ce que je veux prendre l'injection? Est-ce que je veux la prendre comme traitement à long terme? En plus des 40 effets positifs incontestables, au point que ses partisans parlent d'une révolution, ce médicament peut améliorer la santé cardiaque et rénale, la tension artérielle et les lipides sanguins. Les gens boivent moins d'alcool. Cela pourrait même aider contre la maladie de Parkinson. C'est indiscutable. Il y a de nombreux effets positifs sur le plan statistique. Mais il y a aussi au moins 20 effets négatifs, comme par exemple l'inflammation du nerf optique, qui peut entraîner la cécité, la pancréatite et bien d'autres encore. Cela veut dire que si je continue à prendre ce médicament à forte dose, je risque d'avoir davantage d'effets secondaires. C'est pourquoi cette injection est en fait destinée à être une aide temporaire dans le cadre d'une thérapie nutritionnelle en cours. Mais ce n'est pas ainsi qu'elle est utilisée. Et dans cette optique, je veux justement l'arrêter à nouveau. Je tente de limiter au maximum la zone de forte dose car c'est moins coûteux et réduit les effets secondaires, puis je baisse encore la dose. Il est vraiment important de réduire progressivement et de ne pas arrêter brutalement. Sinon, il y a un effet rebond et je peux soudainement peser autant qu'avant, voire encore plus. Cela est actuellement mal fait et c'est pourquoi un changement d'alimentation doit toujours faire partie du traitement. Parce que je ne veux pas que les gens soient sous injection permanente. Bien sûr, c'est une idée merveilleuse pour le fabricant. Ils ne peuvent rien imaginer de plus beau que de approvisionner le monde entier en injections. Au final, c'est bénéfique pour les personnes gravement touchées et les caisses devraient le prendre en charge. Le système de santé anglais vient de calculer que pour 1 200 000 personnes en Angleterre, il est moins cher de prescrire l'injection que de payer les conséquences du surpoids. Oui, la Suisse a trouvé sa voie, l'Allemagne pas encore. J'aimerais que l'injection soit intégrée à la thérapie nutritionnelle pour les personnes gravement atteintes, y compris celles qui en auraient besoin mais n'ont pas les moyens. Mais actuellement, ce sont souvent les mauvaises personnes, celles qui peuvent se le permettre, qui l'obtiennent. Ce n'est pas accompagné d'une thérapie nutritionnelle. Il n'y a pas de diminution progressive. C'est totalement non réglementé. C'est aussi une très bonne solution pour ceux qui prennent l'injection. Mais si vous n'avez pas encore d'accompagnement nutritionnel, il vous suffit simplement d'utiliser l'application MyFoodDoctor. C'est un accompagnement nutritionnel. D'ailleurs, nous avons parlé tout à l'heure des fibres. On reçoit aussi chaque jour une indication de la quantité de fibres que l'on a consommées. Au passage, c'est vraiment important de se protéger contre les maladies de civilisation. Petit aparté sur les fibres, la liste des effets positifs des fibres est très longue. Elles aident aussi à lutter contre le surpoids. Elles sont anti-inflammatoires, antidépressives et ainsi de suite. Les gars, ne vous privez pas de fibres et ne mangez pas seulement des graines de chia. Il existe d'autres sources de fibres que les graines de chia. Vous venez de très bien le décrire. Nous sommes en train d'élever une génération de véritables zombies. Imaginez-vous, on s'injecte ce médicament, Ozempic, mais on n'a aucune identité alimentaire. Cela signifie qu'on consomme moins de calories et ces calories doivent en fait être de bien meilleure qualité. Au fond, c'est un peu comme un gagnant du loto qui n'a aucune identité financière et qui dépense son argent assez rapidement. Je trouve que beaucoup consomment cela sans y penser, en se disant 2, 3, 4 kilos, c'est juste une petite mode du moment. Je pense que sans changement d'alimentation et sans consommer des produits de meilleure qualité, cela ne suffit pas. Je pense qu'il y a des gens qui traversent le monde un peu comme s'ils étaient brisés, parce qu'ils n'ont tout simplement pas en eux les ressources nécessaires. Le cerveau ne fonctionne pas correctement. Exactement, c'est la croyance médiévale dont nous avons parlé, la quête de la pierre philosophale. Donne-moi une solution, j'avalerai tout ce que tu veux. Maintenant, Ozempic sort aussi en comprimé. Ce sera encore plus facile et je n'aurai plus du tout à me soucier de mon alimentation. Je peux continuer à remplir mon chariot de course avec des aliments ultra transformés, pleins de produits chimiques et pauvres en nutriments. Mais c'est très court-termiste parce que le corps en souffre. Tu as raison de le dire. Ce n'est pas la solution. La solution n'est pas une substance chimique si l'alimentation est la cause.
D'ailleurs, c'est pareil pour les brûlures d'estomac. C'est aussi devenu une maladie de masse qui peut également conduire à un cancer de l'œsophage. Il y a aussi ce réflexe dans mon domaine. En cas de brûlure d'estomac, on prescrit souvent de l'oméprazole ou du pantoprazole, des inhibiteurs d'acidité. Presque une personne sur deux semble en prendre en vieillissant et on ne les arrête ensuite jamais. Ce sont ces automatismes dont nous devons nous éloigner. Parce que bien sûr, je peux guérir les brûlures d'estomac avec une thérapie nutritionnelle. Et c'est l'aspect le plus économique et le plus sain. En mangeant plus sainement, les brûlures d'estomac disparaissent et les articulations font moins mal. Je me sens plus en forme, je suis plus éveillé, je suis plus performant, j'ai plus de masse musculaire parce que je mange mieux. Toutes ces choses s'ajoutent ensuite. Et donc, le pantoprazole et compagnie ne font que traiter les symptômes. Monsieur Ridel, le véganisme, c'est devenu sacré. Et moi aussi, j'ai mangé tous ces trucs véganes pendant un certain temps. Aujourd'hui, je pense qu'un super bon steak que je m'offre rarement, c'est aussi de la qualité. C'est du bœuf nourri à l'herbe, vraiment de très très bonne qualité. Dans un certain restaurant ici à Berlin, je m'en offre un tous les 6 à 8 semaines. Ma flore intestinale va beaucoup mieux qu'avec toute cette chimie que j'ai pris. Irez-vous jusqu'à dire qu'une viande de qualité consommée pas trop souvent est plus saine que de suivre toute cette tendance végane? Malheureusement, c'est le cas. J'aimerais pouvoir donner une autre réponse. En réalité, les humains sont des herbivores consommant accessoirement des produits animaux depuis 2 millions d'années. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Selon l'état actuel des connaissances, nous venons d'Afrique de l'Est et le climat est devenu plus sec. Il y avait moins de verdure. Les humains ont alors cherché des alternatives. Ils ont mangé des coléoptères. D'ailleurs, tous les primates font cela, plus ou moins. Tous les primates mangent aussi autre chose en complément. Les végétaliens les plus connus parmi les primates sont les gorilles des montagnes africains qui mangent des plantes toute la journée et qui, l'après-midi, s'allongent à l'ombre avec un gros ventre et pètent simplement parce qu'ils ont mangé tellement de plantes. Mais eux aussi mangent des fourmis. Malheureusement, c'est inscrit dans notre fonctionnement. Nous avons besoin de certaines substances. Tout le monde connaît la vitamine B12. Si je me nourris exclusivement de façon végane et que je ne prends pas de comprimés de vitamine B12, alors, si je me nourris ainsi pendant l'enfance, mon cerveau ne se développera plus correctement et je n'atteindrai pas non plus la taille normale. Dans le pire des cas, nous avons effectivement déjà observé de graves lésions cérébrales chez des enfants nourris de façon végane. C'est malheureusement le cas, ce qui signifie qu'un régime nécessitant obligatoirement une supplémentation en vitamines ne peut être sain par définition. C'est une alimentation carencée et ceux qui sont bien informés peuvent adopter une alimentation végane saine. Elle est alors bien meilleure que ce que mange en général l'Allemand moyen. Je mange moi-même des plats véganes. Je mange beaucoup de plantes. J'essaie de garder une part très élevée de végétaux dans mon alimentation, disons environ 70% de protéines végétales. C'est optimal pour nous, un peu plus de choux et de verdure des montagnes. Mais nous avons aussi besoin en partie de produits d'origine animale. Nous avons par exemple besoin d'acides gras oméga 3. Les végétaliens n'ont pas seulement une carence en vitamine B12, mais aussi souvent en acides gras oméga 3. Cela vient du fait qu'ils ne consomment pas les acides gras oméga 3 marins. On leur recommanderait donc à tous de prendre aussi de l'huile d'algue. Les poissons l'obtiennent aussi des algues par la chaîne alimentaire. Et souvent, il y a aussi une carence en iode, et assez souvent une carence en zinc, et assez souvent aussi une carence en fer. Quiconque suit un régime vegan sans de très bons conseils et beaucoup de connaissances s'expose à une carence nutritionnelle. Ça, c'est déjà clair. Mes chers amis, vous pouvez manger des plats végans à base de plantes, tout va bien, c'est sain. Mais il nous faut un peu de produits animaux et ce que tu viens de dire. Vraiment, de temps en temps, un bon morceau de viande bio, il n'a même pas besoin d'être très gros. Quand je fais ça, ce n'est peut-être que 50, 70 ou 100 grammes. Mais alors, c'est vraiment de la bonne viande, bien préparée, dégustée avec plaisir. C'est alors un vrai délice. Cela améliore notre alimentation. Nous n'avons pas besoin d'en manger autant. Il nous en faut juste un peu. Pour le gorille des montagnes ougandais, les fourmis qu'il ramasse lui suffisent. Mais il consomme aussi des produits d'origine animale. Nos plus proches parents, les chimpanzés, partent parfois vraiment à la chasse. Ils chassent d'autres petits singes et les mangent immédiatement. Ce n'est pas agréable de savoir ce genre de choses. Ce n'est pas agréable non plus de savoir que les chimpanzés commettent des meurtres. Ce n'est pas agréable non plus de savoir que les chimpanzés font la guerre.
Mais si on y réfléchit, ce n'est pas agréable non plus d'être un humain et de tuer d'autres animaux. Mais cela fait partie de notre évolution. Et celui qui dit J'ignore cela, je veux seulement être gentil avec les animaux, je trouve ça bien, moi aussi. Je mets chaque araignée dehors. Même les mouches, oui, je les mets dehors aussi. Euh, mais en partie, nous dépendons vraiment de ces produits d'origine animale. C'est la mauvaise nouvelle, c'est le mal chez l'homme. Monsieur Ridel, je pourrais continuer à parler avec vous pendant des heures. J'ai encore 3 questions personnelles ici. Pouvez-vous encore profiter d'un barbecue normal sans calculer la courbe d'insuline des invités d'une manière ou d'une autre? Quand avez-vous eu pour la dernière fois mauvaise conscience en mangeant? Alors, j'étais dans un très bon restaurant et j'y ai mangé une escalope de veau, mais elle était très fine et il y avait effectivement peu de viande dedans. J'aime vraiment en manger de temps en temps. Je n'en mange jamais dans des restaurants ordinaires parce que je sais qu'ils vont le rater. Je le fais mieux moi-même. Et puis, ça me fait simplement de la peine de devoir le manger et de l'avoir commandé. Et en fait, un repas classique à base d'escalope est, dans sa composition, exactement le contraire de ce que nous recommandons. On peut l'améliorer en rendant la panure plus saine et en servant plus de légumes avec. Mais en fait, en Allemagne, l'escalope est beaucoup trop grande, beaucoup trop copieuse. Et puis, on ajoute un petit bol de salade de concombre. Et là, je me dis, les gars, vous êtes sérieux? C'est la perversion de l'alimentation humaine. Ça devrait être exactement l'inverse. Beaucoup de salade et une petite escalope. Et pour être tout à fait honnête, parfois, je me dis, après avoir mangé la première partie de l'escalope, ah, c'était bien, c'était délicieux, mais je ramène le reste à la maison où ma femme en aura un morceau. Donc, nous faisons des portions plus petites et nous réduisons aussi à ce niveau-là. Mais en fait, je me sens toujours un peu coupable, surtout quand ma femme a vraiment commandé le plat vegan. Et là, je me dis que c'était le meilleur choix. Mais nous neutralisons cela en échangeant nos plats. Donc, nous partageons un peu. Voici une autre question de la communauté. Se retrouver soi-même. Cela évoque d'abord un week-end bien-être. Quel pas difficile faut-il franchir aujourd'hui, même si personne ne veut l'entendre, pour éviter de finir dépendant dans 10 ans chez vous? La première étape, oui. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est précisément à ce point que la plupart des gens échouent et même la plupart des médecins échouent parce qu'il faut d'abord faire un bilan. Si tu veux changer quelque chose, tu dois d'abord savoir quel est ton état, où tu en es. C'est ce qui arrive en médecine nutritionnelle chez le cardiologue ou le spécialiste du cœur avec l'ECG, l'échographie, etc. Chaque spécialité a ses propres outils d'analyse. Quand tu vas chez le cardiologue, tu le sais, tu ne poses même pas la question, tu fais un ECG, c'est fait, ainsi qu'une prise de sang. La médecine nutritionnelle utilise aussi la prise de sang pour repérer une malnutrition que nous observons de plus en plus souvent et nous utilisons aussi un journal alimentaire. Nous regardons d'abord comment tu t'alimentes. Quand les gens disent « je mange sainement », je mange aussi beaucoup de légumes, oui bien sûr. Ensuite, nous faisons ce journal alimentaire, l'analysons et remarquons qu'il n'y avait même pas une pomme. Cette perception de soi par rapport à la réalité, c'est un peu comme quand tu traverses la ville et que tu dis « non, je ne roule jamais trop vite ». Et soudain, tu as une amende, puis encore une autre. Quand tu prends l'habitude de regarder le compteur, tu te rends compte que tu roules souvent trop vite. Un journal alimentaire comme celui proposé par l'application MyFoodFactor permet de voir concrètement comment je mange réellement, le voir noir sur blanc. Tu as consommé 9 grammes de fibres par jour, tu as pris 120 grammes de sucre, tu as grignoté toute la journée. Quoi? Et c'était 50 grammes de légumes? La moitié, c'était aussi ici des produits à base de blé. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on obtient. Et il manque aussi des protéines. C'est aussi la raison pour laquelle tu as grignoté toute la journée parce que tu n'as jamais vraiment été rassasié. Donc, il faut faire d'abord une analyse. Honnêtement, ta question était tout à fait justifiée. Parce qu'au final, notre mauvais état nutritionnel conduit à un risque plus élevé d'avoir besoin de soins. Si en plus je m'alimente de façon à favoriser la démence à ce qu'elle arrive plus tôt, et malheureusement je le vois chez beaucoup de patients, alors c'est exactement ça le problème. D'abord, fais une analyse et regarde ce que tu fais mal. Et la deuxième étape, et ça c'est très important, la deuxième étape ne doit jamais être « Mon Dieu, voilà une liste de 10 erreurs, je vais tout changer d'un coup ». Celui qui fait ça échoue à coup sûr. Il échoue autant que s'il n'avait pas fait d'analyse du tout, parce que ça nous submerge. Nous ne pouvons avancer que pas à pas.
Tu dois faire un choix. Commence d'abord par ce qui te coûte le moins et ensuite, tu continues à avancer. Réduire la consommation de sucre, principe des 3 repas, manger plus de légumes, décide-toi, commence par l'un d'eux et essaie le deuxième plus tard. Tu verras alors que tu as déjà perdu 4 kilos, rien qu'en réduisant le sucre ou simplement en mangeant plus de légumes, ou juste en suivant le principe des 3 repas. Cet effet aha est vraiment important. Ce comportement reste et ensuite l'application te guide vers la prochaine étape. Tu te dis, d'accord, ça c'est fait. Maintenant, on passe au suivant. Je ne peux vraiment que conseiller à tout le monde, manger plus sainement. Notre système de santé ne pourra plus maintenir ce niveau, nous le savons déjà. Si tu manges jusqu'à provoquer une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale ou que tu endommages ton cerveau, alors tu vivras moins longtemps. Tu auras besoin de soins plus tôt. Notre caisse d'assurance dépendance est d'ailleurs aussi sous pression. C'est vraiment difficile. Nous devons compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi une alimentation correcte comme mesure de base est incontournable, même pour ceux qui pensent être en bonne santé. Cela te donne plus de vitalité. Les patients me disent toujours, eh bien, je n'ai en fait pas changé grand-chose. C'est vrai, nous n'avons pas changé grand-chose. Nous avons seulement abordé les points essentiels. C'est comme pour dépenser de l'argent si tu t'achètes sans cesse des sacs Gucci. Tu dis que tu es fauché, alors je dis, oui, regardons un peu. Ce n'était pas le papier toilette, ce n'était pas non plus le liquide vaisselle, et ce n'était pas non plus les chaussures. Non, c'était le sac Gucci. Chaque mois, un sac Gucci en moins et tu es déjà remis à flot. Et c'est pareil ici. On enlève ces sacs Gucci de ton alimentation et tu te sens tout de suite mieux. Les gens me disent, je n'ai presque rien changé, mais je me sens en pleine forme comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Cela nous protège, notre cerveau, tous nos organes, et c'est ce qui fait la longévité. Puis-je encore donner un conseil de lecture? Ça me vient à l'esprit. Longévité pour le cerveau. Quand le cerveau flanche, cela réduit énormément notre espérance de vie. Pour tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore vraiment de motivation, lisez donc Longevity für Gehirn. Quand vous voyez cela, cela concerne aussi la psyché, cela concerne la résilience, cela concerne l'empathie, cela concerne la dépression, cela concerne aussi la démence. Quand vous voyez à quel point l'alimentation a du pouvoir pour faire du bien au cerveau, vous ne pourrez plus faire autrement que de l'essayer vous-même. Je trouve ça tellement fort, en particulier de relier ce journal alimentaire avec le journal des dépenses, c'est-à-dire faire d'abord une analyse de la situation, peser les choses, noter les choses. J'en riais aussi il y a quelques années. Mais ensuite, j'ai regardé mes amis qui avaient vraiment une application sur leur téléphone ou qui suivaient tout minutieusement. Pendant une certaine période. Certains pendant 6 semaines, d'autres 3 mois, d'autres encore 6 mois. Ceux qui avaient vraiment transformé leur corps, perdu plusieurs kilos et obtenu la silhouette désirée, les abdos ou autres, alors que tous les autres n'ont jamais vraiment regardé de près. Je pense que notre cerveau a besoin de preuves et qu'il est une machine à chercher des preuves. Si on procède simplement avec ce journal alimentaire, tout le monde peut le faire immédiatement. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde peut l'écrire quelque part. Je suis aussi quelqu'un qui aime écrire les choses pour qu'il y ait aussi une expérience tactile, afin qu'il y ait finalement une expérience cérébrale et pas simplement tout taper à l'aveugle n'importe où. Mais peu importe comment on le fait, que ce soit de façon numérique ou analogique, je pense que le fait d'écrire les choses d'une manière ou d'une autre mène au résultat que chacun espère. Parce qu'on a souvent des angles morts, surtout en ce qui concerne l'alimentation, et on ne se rend même pas compte qu'on a peut-être grignoté 4, 5, 6 fois par jour. C'est exactement ça. C'est comme pour une entreprise en faillite. Là aussi, il y a un administrateur judiciaire qui arrive et il examine les différents domaines. Et il dit, si vous arrêtiez maintenant la production de vis, il n'y a absolument aucun marché en ce moment. Si vous arrêtez ça, vous serez à nouveau en bonne position. C'est exactement ça. Nous sommes émotionnellement attachés à la nourriture. Nous devons faire un état des lieux et regarder cela de manière totalement rationnelle. Qu'est-ce que je veux changer maintenant? Et c'est exactement ça, le point. Maintenant, en plus, c'est même gratuit. Tu as tout à fait raison dans ce que tu décris. Dans ton cercle d'amis, même les applications anciennes, celles qui ignorent les directives et comptent les calories, même une application de suivi classique a un effet prouvé, mais cet effet est bien supérieur avec MyFoodDoctor, une vraie application de thérapie nutritionnelle. Et même gratuitement. Monsieur Ridel, nous allons de toute façon mettre le lien juste en dessous. Pour conclure, 3 recommandations très concrètes afin d'obtenir plus de clarté et d'assurance dans ce monde très chaotique, agité et fragmenté. En fait, c'est comme ça. Celui qui dit maintenant, les gars, tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Et en plus, une appli, le chien est mort. J'ai des problèmes avec ma femme. La vie est dure. Je le sais. Et celui qui dit, donne-moi quelque chose de simple à faire. Alors je dis,
Fais en sorte que ton assiette, au buffet ou ailleurs, soit composée pour moitié d'aliments végétaux. C'est très simple. Tu demandes juste au comptoir une cuillerée de plus, parce que dans les cafétérias, ils mettent juste une petite portion de légumes et beaucoup de pommes de terre. Il faut faire l'inverse. Idéalement, la moitié de l'assiette est remplie de légumes. C'est la première chose. C'est le premier conseil. Ensuite, tu as un tiers de l'assiette avec des sources de protéines. Et si tu veux vraiment bien faire, tu prends des légumineuses comme source de protéines parce qu'elles comptent aussi dans cette catégorie. Et 2 fois par semaine, c'est déjà le deuxième conseil, fais attention à manger 2 à 3 fois par semaine quelque chose avec des légumineuses, parce que ce sont de vrais super aliments. Elles sont en fait, avec les noix, juste suivies par les choux, considérées comme les aliments végétaux les plus efficaces. C'est le deuxième conseil, très simple. Je sais qu'on ne retient pas plus de 3 choses. Ça m'arrive aussi. Je peux encore gérer une liste de courses avec 3 choses, mais à la 4e, ça devient beaucoup. Donc maintenant, nous en avons 2. Une demi-assiette pleine de légumes. Ça peut aussi être de la salade. Mais il te faut une source de protéines, et si tu n'as pas de source de protéines, tu n'es pas vraiment rassasié. La salade et les aliments végétaux remplissent l'estomac et ça donne une sensation de satiété, mais les protéines sont le facteur de satiété le plus important de tous. Celui qui mange une salade sans protéines aura déjà envie d'une barre chocolatée à 3 heures. Voilà donc les 2 conseils. La moitié de l'assiette en légumes, 2 à 3 fois par semaine un plat de légumineuses. Il y en a de vraiment délicieux, même sans viande. Et le 3e serait arrêtez de grignoter. Si vous regroupez le repas du matin avec le petit déjeuner ou celui de l'après-midi avec le déjeuner, cela veut dire, par exemple, un cappuccino avec du lait l'après-midi, juste après le déjeuner. Prenez cette habitude, comme on le fait dans le Sud. Le principe des 3 repas uniquement, que je concentre ces repas. Donc, je mange vraiment à ma faim et je fais une pause de 3, 4, 5 heures. Pause, bin 3, 4, 5. Je fais une pause car je suis rassasié. Le métabolisme ralentit, permettant la perte de graisse, possible seulement pendant ces pauses. Dès que je mange la moindre petite chose, même un peu de lait, le corps libère immédiatement de l'insuline pour faire redescendre la glycémie. Cette insuline est surtout une hormone qui bloque la dégradation des graisses. Si tu manges juste un bonbon ou une petite cuillère de gâteau, tu repasses en mode de stockage des graisses. Donc, le principe des 3 repas par jour au lieu du grignotage, ce serait la 3e règle importante. Il est prouvé que si je concentre tout ce que je mange dans la journée sur 3 repas ou sur 6, même si c'est la même quantité, je pèse plus en le répartissant tout au long de la journée. Monsieur Ridel, ce fut un honneur de vous parler. Aujourd'hui, j'ai lancé l'enregistrement. À vous et votre famille, tous mes vœux à Hambourg. La conversation sera bientôt en ligne, c'est certain. Je vous remercie également. Au revoir.